Le 23 octobre 1990, Hector Gosselin quitte son garage de la rue de Béthune à Lille comme tous les soirs, ses mains encore tachées de cambouis. Mécanicien respecté de 28 ans, spécialisé dans les voitures de luxe, il venait de terminer la réparation d'une BMW série 7 noire. Sa femme Marie l'attendait pour le dîner. Il n'est jamais rentré chez lui. 17 ans plus tard, en 2007, une cassette VHS trouvée dans un lot de ferraille allait révéler des images qui glaceraient le sang de quiconque les verrait. Sur cet enregistrement de mauvaise qualité, on pouvait voir Hector Gosselin, reconnaissable malgré les années, travaillant dans ce qui semblait être un garage clandestin. Mais ce n'était pas tout. Les conditions dans lesquelles il apparaissait sur ces images soulèveraient des questions terrifiantes sur ce qui lui était réellement arrivé cette nuit d'octobre 1990. Comment un homme peut-il disparaître sans laisser de traces pendant 17 ans, puis réapparaître sur une vieille cassette dans des circonstances qui défient toute logique? Cette découverte allait non seulement bouleverser sa famille, mais révéler l'existence d'un réseau criminel d'une sophistication glaçante. Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Lille, automne 1990. La capitale des Flandres connaît alors une période de transformation économique majeure. Ancienne ville industrielle en reconversion, elle attire une nouvelle clientèle fortunée grâce au développement du secteur tertiaire. Cette évolution économique crée un marché florissant pour les voitures de luxe et par conséquent pour les mécaniciens capables de les entretenir. Hector Gosselin incarne parfaitement cette nouvelle génération d'artisans spécialisés. Installé depuis 5 ans dans son petit garage de la rue de Béthune, dans le quartier de Oisem, il s'est forgé une réputation exceptionnelle auprès des propriétaires de véhicules haut de gamme. Mercedes, BMW, Jaguar, Porsche, aucune marque n'avait de secret pour lui. Sa formation à l'école technique de Roubaix et son passage dans les ateliers Renault de Douai lui avaient donné une expertise rare, particulièrement appréciée par une clientèle exigeante. Physiquement, Hector était un homme de taille moyenne, aux cheveux châtains toujours soigneusement peignés, malgré son métier salissant. Ses yeux bleus perçants reflétaient une intelligence pratique et une passion genuine pour la mécanique. Ceux qui le connaissaient décrivaient un homme méticuleux, presque maniaque dans son travail, capable de diagnostiquer une panne rien qu'au bruit du moteur. Cet perfectionnisme lui valait une clientèle fidèle, mais aussi des tarifs élevés qui lui permettaient de bien vivre de son art. Sa vie personnelle était tout aussi ordonnée que son garage. Marié depuis 3 ans à Marie Delcroix, une infirmière de 26 ans travaillant à l'hôpital Saint-Vincent de Paul, le couple habitait une petite maison mitoyenne de la rue des Postes, non loin du garage. Ils formaient ce que leurs voisins appelaient un couple modèle, discret, travailleur, toujours prêt à rendre service. Marie, brune aux yeux verts, complétait parfaitement la personnalité plus réservée d'Hector. Là où il était introverti et concentré sur son travail, elle apportait la chaleur et la sociabilité nécessaires à leur cercle d'amis. Le couple entretenait des relations privilégiées avec Laurent Gosselin, le frère cadet d'Hector. Âgé de 25 ans, Laurent était également mécanicien, mais employé dans un grand garage Citroën du centre-ville. Moins talentueux que son aîné selon l'opinion générale, il nourrissait néanmoins une admiration sincère pour les compétences techniques d'Hector. Les deux frères se voyaient régulièrement, partageant leur passion commune pour l'automobile et les discussions techniques qui pouvaient durer des heures. La clientèle d'Hector était hétéroclite, mais fortunée. On y trouvait des industriels du textile en reconversion, des cadres supérieurs des nouvelles entreprises de services, quelques médecins et avocats lillois, ainsi qu'une poignée de personnages plus mystérieux aux activités moins claires. Ces derniers payaient toujours en liquide, arrivaient souvent le soir après la fermeture officielle, et demandaient parfois des modifications particulières sur leur véhicule. Hector, pragmatique, ne posait pas de questions tant que le travail demandé restait dans ses compétences et que la rémunération était à la hauteur.
L'automne 1990 marquait une période particulièrement prospère pour son garage. Les affaires marchaient si bien qu'Hector envisageait d'embaucher un apprenti pour l'aider dans les tâches les plus courantes. Il avait même commencé à prospecter pour un local plus grand, capable d'accueillir simultanément plus de véhicules. Cette expansion représentait l'aboutissement de 5 années de travail acharné et de construction patiente d'une réputation solide. Le quartier de Wazems, où était situé son garage, connaissait alors une animation constante. Ancien fief ouvrier en pleine gentrification, il mélangeait encore les derniers vestiges de son passé industriel avec les premiers signes de son avenir bourgeois. La rue de Béthune, artère commerçante importante, voyait défiler quotidiennement une clientèle variée, des habitants historiques du quartier aux nouveaux arrivants, attirés par la proximité du centre-ville et les prix encore abordables de l'immobilier. Cette effervescence économique et sociale créait un environnement parfait pour les activités d'Hector, mais elle attirait également l'attention d'individus moins recommandables, car si l'île se transformait rapidement, cette transformation s'accompagnait de l'émergence de nouveaux réseaux criminels, attirés par les opportunités qu'offrait cette période de transition. Le trafic de voitures de luxe, en particulier, commençait à prendre une ampleur inquiétante dans la région, alimentée par la demande croissante des pays de l'Est européen où ces véhicules se revendaient à prix d'or. Le mardi 23 octobre 1990 débute, comme n'importe quel autre jour, dans la vie méthodique d'Hector Gosselin. À 7 heures précises, il ouvre son garage après avoir pris son café habituel au bistrot du coin, chez Germaine, où le patron, Roger Dufresne, le salue d'un hochement de tête complice. La routine est immuable depuis des années. Café noir, croissant, lecture rapide du journal local, puis traversée de la rue jusqu'à son atelier. Ce matin-là, 3 véhicules l'attendent dans sa cour. La BMW série 7 noire qu'il termine depuis 2 jours, une Mercedes 280 SL avec un problème de boîte de vitesse et une Porsche 911 dont le propriétaire se plaint de rater dans l'accélération. Un programme chargé mais habituel pour un mécanicien de sa réputation. La matinée s'écoule normalement. Hector travaille d'abord sur la Porsche, diagnostiquant rapidement un problème d'injection qu'il résout avec sa minutie habituelle. Vers 10 heures, il reçoit la visite de Madame Carlier, une veuve âgée du quartier qui lui apporte comme chaque semaine les clés de sa Peugeot 255 pour une révision générale. Hector apprécie cette dame âgée qui lui rappelle sa grand-mère et prend toujours le temps de lui expliquer les travaux effectués dans un langage qu'elle peut comprendre. À midi, il ferme le garage pour déjeuner chez lui avec Marie, qui travaille en équipe de nuit cette semaine et profite de ces moments partagés en milieu de journée. Le couple évoque leur projet d'agrandissement du garage et la possibilité d'acheter une maison plus grande dans un quartier plus résidentiel. Marie confie ses inquiétudes concernant certains clients d'Hector qui lui semblent peu recommandables, mais son mari la rassure avec son pragmatisme habituel. Tant qu'ils payent et que le travail reste honnête, leurs affaires ne me regardent pas. L'après-midi, Hector se concentre sur la BMW, un modèle récent qui présente un problème complexe de système électronique. Ce type de réparation, qui demande une expertise particulière, justifie largement ses tarifs élevés. Il passe plusieurs heures à diagnostiquer la panne, consultant ses manuels techniques et effectuant de multiples tests avec son équipement spécialisé. Vers 16 heures, il identifie enfin le problème. Un module de contrôle défaillant qu'il devra remplacer. C'est alors qu'arrive Antoine Delarue, un homme d'environ 40 ans que Hector connaît depuis 6 mois environ. Client occasionnel mais généreux, Delarue possède plusieurs voitures de luxe qu'il fait entretenir exclusivement chez Hector. Grand, bien habillé, toujours courtois, il inspire néanmoins une certaine méfiance par son côté insaisissable. Ses activités professionnelles restent floues, il évoque vaguement l'import-export, et il règle toujours ses factures en espèces, parfois avec des coupures étrangères. Ce jour-là, Delarue arrive au volant d'une Jaguar XJS rouge que Hector n'avait jamais vue. Il explique qu'il s'agit d'un véhicule qu'il vient d'acquérir et qui présente quelques défaillances mécaniques. Mais surtout,
il fait une proposition inhabituelle. Il cherche un mécanicien compétent pour effectuer des travaux spéciaux sur plusieurs véhicules haut de gamme, dans un atelier situé en périphérie de l'île. Le travail serait bien rémunéré. Il mentionne une somme qui représente 3 mois de revenus normaux d'Hector, mais devrait être effectué dans la discrétion la plus absolue. Hector, intrigué mais prudent, demande des précisions. Delarue explique qu'il s'agit de modifications esthétiques et mécaniques sur des voitures destinées à l'exportation vers l'Europe de l'Est, un marché en pleine expansion depuis la chute du mur de Berlin. Il évoque des changements de couleur, des modifications d'immatriculation, des adaptations techniques pour répondre aux normes des pays de destination. Rien d'illégal en soi, assure-t-il, mais des clients qui préfèrent la discrétion pour des raisons fiscales compréhensibles. La proposition séduit Hector, non seulement pour l'aspect financier, mais aussi pour le défi technique que représentent ces modifications complexes. Après quelques hésitations, il accepte de se rendre le soir même dans l'atelier en question pour évaluer les travaux à effectuer. Delarue lui donne une adresse à Ronchin, une commune limitrophe de l'île, et fixe le rendez-vous à 20h. La fin d'après-midi se déroule normalement. Hector termine la réparation de la BMW, range son atelier avec son soin habituel et note dans son carnet les travaux prévus pour le lendemain. Vers 18h, il ferme le garage et rentre chez lui pour dîner avec Marie. Le couple évoque la proposition de Delarue, Marie exprimant une fois de plus ses réticences vis-à-vis de ce client qu'elle trouve bizarre. Hector la rassure, expliquant qu'il s'agit simplement d'aller voir de quoi il retourne, sans engagement définitif. À 19h30, Hector embrasse sa femme, prend sa Renault 21 personnelle et quitte la rue des Postes, en direction de Ronchin. Marie, qui part travailler à 20h pour son service de nuit, lui dit simplement « Ne rentre pas trop tard, j'aimerais te voir au petit déjeuner demain matin ». Ces mots resteront gravés dans sa mémoire, comme les derniers qu'elle ait échangés avec son mari. Le trajet vers Ronchin ne devrait prendre qu'une 20aine de minutes. L'adresse donnée par Delarue correspond à une zone industrielle en périphérie de la commune. Un secteur que Hector connaît mal, mais qui abrite effectivement de nombreux ateliers et entrepôts. La circulation est fluide en cette soirée d'automne, et rien ne laisse présager le drame qui va se jouer. À partir de ce moment, plus personne ne reverra jamais Hector Gosselin circuler librement. Sa Renault sera retrouvée 3 jours plus tard, abandonnée sur un parking de supermarché à Ronchin, les clés sur le contact, sans aucun signe de lutte, ni trace de violence. Les enquêteurs noteront seulement que le réservoir était presque vide, alors qu'Hector avait fait le plein le matin même, un détail qui prendra toute son importance 17 ans plus tard. Le mercredi 24 octobre, Marie Gosselin attend vainement le retour de son mari. D'abord inquiète puis angoissée, elle contacte Laurent vers midi. Les 2 beaux-frères se rendent ensemble au commissariat de police du quartier Oisem pour signaler la disparition. L'accueil est poli mais sceptique. Un homme adulte qui ne rentre pas d'une soirée, cela arrive. On leur conseille d'attendre 48 heures avant de s'alarmer réellement. Mais Marie connaît son mari. Jamais Hector n'aurait découché sans prévenir. Jamais il n'aurait laissé son garage fermé un jour ouvrable sans explication. Quelque chose de grave s'est produit. Elle en a la certitude absolue. Une certitude que les événements des jours suivants ne feront que confirmer, ouvrant l'un des mystères les plus troublants de l'histoire criminelle lilloise. L'enquête officielle débute réellement le vendredi 26 octobre 1990, lorsque la Renault d'Hector est découverte sur le parking du centre commercial Auchan de Ronchin. Le commissaire Bernard Lavigne, un homme expérimenté de 52 ans, prend personnellement en charge l'affaire. Ancien de la police judiciaire parisienne mutée à Lille 3 ans plus tôt, Lavigne possède une expertise reconnue dans les affaires de disparition suspectes. L'examen de la voiture ne révèle aucun indice probant. Pas de traces de lutte, pas de sang, pas d'objet personnel d'Hector, à l'exception de son portefeuille contenant ses papiers d'identité et 75 francs en liquide. Le détail du réservoir vide intrigue les enquêteurs. Hector avait fait le plein le matin même chez Total, de la rue de Béthune, comme en témoigne le ticket retrouvé dans la boîte à gants et les déclarations du gérant de la station-service.
Les investigations se concentrent rapidement sur Antoine Delarue, le mystérieux client qui avait rendez-vous avec Hector le soir de sa disparition. Mais là commence une série de découvertes troublantes. L'adresse qu'il avait donnée à Hector correspond effectivement à un entrepôt de la zone industrielle de Ronchine, mais ce bâtiment appartient à une société de transport qui affirme ne connaître aucun Antoine Delarue. Plus inquiétant encore, aucun des papiers d'identité que Delarue avait présentés lors de ses passages au garage ne correspond à une personne réelle. Marie et Laurent passent de longues heures au commissariat, fournissant tous les détails qu'ils peuvent sur les habitudes d'Hector, sa clientèle, ses projets. Laurent révèle aux enquêteurs que son frère avait récemment évoqué des propositions de travail lucratives provenant de clients aux activités floues. Hector était prudent, mais l'argent proposé était tentant, confie-t-il au commissaire Lavigne. Il parlait de pouvoir enfin s'installer dans un vrai grand garage, d'embaucher du personnel. L'enquête révèle progressivement qu'Hector n'était pas le seul mécanicien spécialisé à avoir été approché par des individus proposant des travaux bien rémunérés dans la discrétion. À Roubaix, à Tourcoing, à Villeneuve-d'Ascq, plusieurs artisans rapportent avoir reçu des propositions similaires ces derniers mois. Certains ont refusé, d'autres ont accepté de petits travaux ponctuels sans jamais revoir leur commanditaire. Un schéma inquiétant se dessine, suggérant l'existence d'un réseau organisé recrutant des compétences techniques spécialisées. Les mois passent sans apporter de réponse. Marie, soutenue par Laurent et ses parents, s'enfonce dans une attente douloureuse. Infirmière consciencieuse, elle continue à travailler, mais ses collègues notent sa fragilité croissante. Elle refuse catégoriquement d'envisager qu'Hector ait pu partir volontairement. Une hypothèse que certains enquêteurs commencent pourtant à considérer face à l'absence totale d'indices. L'année 1991 s'ouvre sur une évolution majeure de l'enquête. En janvier, la police découvre dans un entrepôt abandonné de Marquette-les-Lilles un atelier clandestin de modification de véhicules. L'endroit contient du matériel professionnel sophistiqué, ponts élévateurs, outils spécialisés, compresseurs, cuves de peinture. Mais surtout, les enquêteurs trouvent des traces d'activités récentes et des documents partiellement brûlés, mentionnant plusieurs noms de mécaniciens de la région, dont celui d'Hector Gosselin. Cette découverte relance l'enquête avec une nouvelle hypothèse. Hector aurait été recruté de force par un réseau de trafiquants de voitures de luxe. L'analyse des documents partiellement détruits révèle des références à des destinations d'Europe de l'Est. Pologne, Tchécoslovaquie, Hongrie. Des pays où la demande pour les voitures occidentales explose depuis l'ouverture des frontières, créant un marché noir extrêmement lucratif. Laurent décide alors de mener sa propre investigation parallèle. Connaissant le milieu automobile lillois, il commence à poser des questions discrètes dans les garages de la région. Cette démarche, d'abord infructueuse, finit par porter ses fruits au printemps 1991. Un mécanicien de Lambersart lui confie avoir été contacté par un homme correspondant au signalement de Delarue quelques semaines après la disparition d'Hector. L'inconnu cherchait un spécialiste des systèmes électroniques allemands, proposant un travail de plusieurs mois dans un atelier discret de la région. Cette information permet aux enquêteurs d'établir un lien entre plusieurs disparitions inexpliquées de mécaniciens spécialisés survenus dans le Nord-Pas-de-Calais entre 1989 et 1991. À Douai, un expert en moteur Porsche a quitté son domicile un soir de novembre 1989 pour un rendez-vous professionnel et n'est jamais rentré. À Arras, un spécialiste des transmissions Mercedes a disparu dans des circonstances similaires en mars 1991. Dans chaque cas, les enquêtes locales avaient conclu à des fuites volontaires, faute d'éléments probants. Cette série de disparitions conduit à la création d'une cellule d'enquête spécialisée dirigée par le commissaire Lavigne. L'hypothèse de travail devient claire. Un réseau criminel organisé enlève des mécaniciens hautement qualifiés pour les contraindre à travailler dans des ateliers clandestins de modification de véhicules volés. Une fois les voitures transformées, changement de couleur,
Modification des numéros de série, adaptation technique, elles sont exportées vers l'Europe de l'Est où elles se revendent à prix d'or. Mais malgré cette avancée théorique, l'enquête piétine sur le terrain. Les ateliers clandestins découverts sont toujours abandonnés quand la police arrive. Les témoignages restent vagues et contradictoires. Le réseau semble disposer d'informateurs qui lui permettent de toujours garder une longueur d'avance sur les forces de l'ordre. En outre, la chute de l'Union soviétique et les bouleversements géopolitiques qui s'ensuivent créent un chaos dans les circuits de trafic international que les autorités françaises peinent à suivre. Pour Marie, ces années représentent un calvaire psychologique indescriptible. L'absence de certitude sur le sort de son mari l'empêche de faire son deuil tout en lui interdisant d'espérer vraiment. Elle consulte plusieurs psychologues, rejoint un groupe de soutien pour familles de disparus, mais rien ne parvient à combler le vide béant laissé par l'absence d'Hector. Ses nuits sont hantées par des cauchemars où elle le voit enfermé quelque part, l'appelant à l'aide sans qu'elle puisse le secourir. Laurent, de son côté, développe une obsession pour l'affaire. Il abandonne progressivement son travail au garage Citroën pour se consacrer entièrement à ses recherches personnelles. Cette démarche lui coûte son emploi en 1992, mais il refuse de renoncer. Soutenu financièrement par ses parents et par Marie, il sillonne la région, interrogeant tous les professionnels de l'automobile susceptibles d'avoir des informations. Cette quête devient le centre de son existence, au détriment de sa propre vie personnelle et de sa santé mentale. En 1993, un élément nouveau vient relancer l'espoir de la famille. Un mécanicien de Valenciennes, récemment libéré après 3 années d'emprisonnement pour recel de véhicules volés, fait des révélations troublantes aux enquêteurs. Il affirme avoir travaillé dans un atelier clandestin de la région lilloise où étaient retenus contre leur gré plusieurs spécialistes de l'automobile. Selon ses dires, ces hommes étaient contraints de modifier des voitures volées sous la surveillance constante de gardiens armés. Le témoignage, d'abord pris avec prudence par les enquêteurs, gagne en crédibilité quand l'homme fournit des détails précis sur le fonctionnement de ses ateliers. Horaires de travail, type de modifications effectuées, organisation hiérarchique du réseau. Il évoque même la présence d'un mécanicien correspondant au signalement d'Hector, qu'il aurait côtoyé brièvement avant d'être transféré dans un autre site. Mais quand les enquêteurs lui demandent de localiser précisément ses ateliers, l'homme se révèle incapable de fournir des indications fiables. Il explique avoir toujours été transporté les yeux bandés et n'avoir jamais su où il se trouvait exactement. Cette révélation, si elle apporte un espoir immense à Marie et Laurent, ouvre aussi de nouvelles questions terrifiantes. Si Hector est effectivement retenu prisonnier quelque part depuis 3 ans, dans quelles conditions survit-il ? Quelle est l'étendue réelle de ce réseau criminel ? Et surtout, comment localiser des installations clandestines qui semblent pouvoir disparaître du jour au lendemain ? Les années 90 s'écoulent dans cette incertitude douloureuse. L'enquête officielle, faute de nouvelles pistes concrètes, perd progressivement de son intensité. D'autres affaires urgentes mobilisent les effectifs policiers et le dossier Gosselin rejoint lentement les archives des affaires non résolues. Seuls Marie et Laurent continuent de croire qu'Hector est quelque part, vivant, attendant qu'on vienne le libérer. L'année 2007 marque un tournant inattendu dans cette histoire qui semblait destinée à rester à jamais un mystère. C'est un mardi matin de mars, sous un ciel gris typique du Nord, que Sylvie Marchand découvre par hasard l'élément qui va tout changer. Sylvie, âgée de 45 ans, dirige depuis 15 ans une petite entreprise de récupération et recyclage de métaux dans la zone industrielle de Loos-en-Gohelle, près de Lens. Ce matin-là, elle examine le contenu d'un lot de ferraille que lui a livré un ferrailleur de la région. Parmi les débris métalliques, les vieux électroménagers et les pièces automobiles, elle remarque une caisse plastique contenant divers objets électroniques obsolètes, vieux téléphones, magnétoscopes cassés, cassettes audio et vidéo endommagées. Habituellement, ce type de matériel part directement au broyage, mais Sylvie a développé l'habitude de vérifier si certains objets peuvent encore avoir une valeur de revente.
C'est en triant ces cassettes qu'elle tombe sur une VHS particulièrement détériorée, à l'étiquette partiellement déchirée où on peut encore lire « Hélier, OCT 90 ». Le boîtier plastique est fissuré. La bande magnétique semble avoir souffert de l'humidité, mais Sylvie, curieuse de nature, décide de tenter de la visionner sur le vieux magnétoscope qu'elle garde dans son bureau pour ce genre de vérification. Les premières minutes de la cassette ne donnent qu'un écran neigeux accompagné de grésillements. Sylvie s'apprête à abandonner quand soudain l'image se stabilise, révélant ce qui ressemble à l'intérieur d'un garage ou d'un atelier. La qualité est médiocre, l'éclairage insuffisant, mais on distingue nettement plusieurs véhicules et des silhouettes humaines au travail. Cette découverte éveille immédiatement l'attention de Sylvie, qui connaît bien le milieu automobile régional par son activité de récupération. Ce qu'elle voit sur l'écran la met mal à l'aise. L'atelier filmé ne ressemble à aucun garage traditionnel qu'elle connaisse. L'éclairage est précaire, l'équipement semble bricolé. Et surtout, l'atmosphère générale dégage quelque chose de clandestin et d'inquiétant. Les hommes au travail se déplacent avec une rapidité et une méthode qui suggèrent une activité illégale, probablement de la modification de véhicules volés pour l'exportation. Mais c'est vers la 10e minute de visionnage que Sylvie ressent un véritable choc. L'image, bien que toujours de mauvaise qualité, montre clairement un homme d'une trentaine d'années, aux cheveux châtains, concentré sur la réparation de ce qui semble être un système électronique complexe. Quelque chose dans le visage de cet homme lui paraît familier, sans qu'elle puisse immédiatement identifier de quoi il s'agit. Sylvie interrompt le visionnage et réfléchit. Cette cassette, datée d'octobre 1990, selon l'étiquette partiellement lisible, pourrait constituer une pièce importante si elle documente effectivement des activités criminelles. En tant que citoyenne responsable, elle se doit de la remettre aux autorités. Mais d'abord, elle veut en avoir le cœur net sur l'identité de l'homme qui l'a tant frappée. Elle reprend le visionnage, cette fois en tentant de mémoriser tous les détails possibles. L'homme en question apparaît plusieurs fois dans l'enregistrement, toujours absorbé par des tâches techniques complexes. À un moment, la caméra s'attarde suffisamment sur son visage pour que Sylvie puisse distinguer ses traits avec plus de netteté. C'est alors qu'elle réalise pourquoi ce visage lui semble familier. Elle l'a déjà vu dans les journaux locaux, il y a des années, lors d'une affaire de disparition qui avait marqué la région. Sylvie Marchand possède une mémoire exceptionnelle pour les faits divers locaux, une passion qu'elle cultive depuis l'adolescence, en collectionnant les coupures de presse des journaux régionaux. Elle se souvient parfaitement de l'affaire Hector Gosselin, le mécanicien lillois disparu mystérieusement en octobre 1990, l'enquête qui avait passionné la région, les théories sur un éventuel réseau de trafiquants d'automobiles. Cette histoire l'avait particulièrement marquée parce qu'elle évoluait elle-même dans le milieu de l'automobile et qu'elle connaissait la réputation professionnelle d'Hector Gosselin. La ressemblance entre l'homme de la cassette et les photos d'Hector publiées dans la presse à l'époque lui semble troublante. Certes, la qualité de l'image ne permet pas une identification formelle, mais plusieurs détails concordent. La morphologie générale, la couleur des cheveux, la gestuelle particulièrement soigneuse dans le travail mécanique. Si cette cassette date effectivement d'octobre 1990, comme l'indique l'étiquette, elle pourrait contenir les dernières images connues d'Hector Gosselin vivant. Cette réalisation provoque chez Sylvie un mélange d'excitation et d'appréhension. Si ses soupçons se révèlent fondés, elle détient entre ses mains une pièce majeure d'une affaire criminelle qui a défrayé la chronique régionale. Mais elle mesure aussi la responsabilité que cela représente vis-à-vis de la famille d'Hector, qui n'a jamais eu de réponse définitive sur le sort de leurs proches. Après une nuit de réflexion, Sylvie prend sa décision. Le mercredi matin, elle contacte le commissariat central de Lille pour signaler sa découverte. Son appel est d'abord accueilli avec scepticisme. Les forces de l'ordre reçoivent régulièrement des témoignages de personnes convaincues d'avoir des informations sur d'anciennes affaires.
mais la précision de ses déclarations et sa connaissance des détails de l'enquête originale finissent par convaincre son interlocuteur de la prendre au sérieux. Le commissaire Lavigne, maintenant âgé de 69 ans mais toujours en activité, accepte de recevoir Sylvie Marchand dans l'après-midi même. L'affaire Gosselin reste l'une des enquêtes non résolues qui le hantent le plus, et toute nouvelle piste, si mince soit-elle, mérite d'être explorée. Quand Sylvie lui présente la cassette et lui explique les circonstances de sa découverte, Lavigne ressent immédiatement que quelque chose d'important est en train de se jouer. Le visionnage de la cassette dans les locaux de la police confirme les soupçons de Sylvie. Malgré la qualité dégradée de l'image, plusieurs experts consultés s'accordent sur la forte probabilité que l'homme filmé soit effectivement Hector Gosselin. L'analyse technique de la cassette révèle qu'elle a effectivement été enregistrée en octobre 1990, confirmant la datation suggérée par l'étiquette partiellement lisible. Cette découverte extraordinaire relance immédiatement l'enquête, avec une intensité inégalée depuis les premières semaines suivant la disparition d'Hector. Le commissaire Lavigne constitue une nouvelle équipe d'investigation, incluant des spécialistes en analyse d'images et des experts en réseaux criminels internationaux. La cassette est soumise à toutes les techniques modernes d'amélioration et d'analyse disponibles en 2007, révélant des détails invisibles à l'œil nu lors du visionnage initial. L'analyse approfondie de l'enregistrement apporte des révélations stupéfiantes sur l'organisation du réseau criminel. L'atelier filmé présente un niveau de sophistication bien supérieur à ce que les enquêteurs avaient imaginé lors de leurs premières investigations. On y voit un équipement professionnel de haute qualité, ponts élévateurs hydrauliques, outils de précision allemands, systèmes de peinture en cabine pressurisée. Cette installation représente un investissement de plusieurs centaines de milliers de francs, suggérant l'existence d'une organisation criminelle d'envergure internationale. Mais c'est l'analyse comportementale des personnes filmées qui révèle les aspects les plus troublants de cette découverte. Hector Gosselin, clairement identifiable malgré la qualité médiocre de l'image, travaille avec une concentration et une application qui semblent normales au premier regard. Cependant, les experts en psychologie criminelle notent plusieurs détails inquiétants. Ses mouvements sont plus rapides que ceux d'un artisan travaillant dans des conditions normales, il ne lève jamais les yeux de sa tâche. Et surtout, il semble éviter soigneusement tout contact visuel avec les autres personnes présentes dans l'atelier. Plus troublant encore, l'enregistrement montre la présence constante de plusieurs individus qui ne participent manifestement pas aux travaux techniques mais surveillent l'activité des mécaniciens. Ces hommes, toujours habillés sombrement, se déplacent régulièrement dans l'atelier, s'arrêtent près des travailleurs et semblent exercer une surveillance étroite sur leurs faits et gestes. Leur attitude et leur positionnement suggèrent clairement un rôle de gardien ou de surveillant, confirmant l'hypothèse que les mécaniciens sont retenus contre leur volonté. L'identification de l'atelier filmé devient la priorité absolue de l'enquête. Les experts en architecture industrielle analysent minutieusement chaque détail visible. Un type de construction, matériaux utilisés, configuration des espaces, système d'éclairage et de ventilation. Cette analyse permet d'établir que le bâtiment date probablement des années 70, qu'il s'agit d'un ancien atelier textile reconverti, et qu'il se situe vraisemblablement dans la région lilloise, compte tenu de certaines caractéristiques architecturales spécifiques au nord. Parallèlement, l'analyse sonore de la cassette révèle des indices précieux sur la localisation de l'atelier. Malgré la qualité dégradée du son, les spécialistes parviennent à isoler des bruits de fond caractéristiques, passages réguliers de trains de marchandises, klaxons de péniches, et surtout les cloches d'une église sonnant les heures avec une mélodie particulière. Ces éléments permettent de circonscrire la recherche à un périmètre géographique plus restreint, une zone industrielle située près d'une voie ferrée et d'un canal, à proximité d'une église dont le carillon présente des caractéristiques sonores spécifiques.
La nouvelle de cette découverte extraordinaire est communiquée à Marie et Laurent Gosselin, provoquant chez eux un bouleversement émotionnel indescriptible. Après 17 années d'incertitude, ils détiennent enfin la preuve qu'Hector était effectivement vivant en octobre 1990 et qu'il était retenu dans des conditions qui confirment leurs pires craintes. Cette révélation, si elle apporte un certain soulagement, leurs soupçons se révèlent fondés, ouvre aussi de nouvelles interrogations douloureuses sur le sort ultérieur d'Hector. Marie, maintenant âgée de 43 ans, a consacré sa vie à l'espoir de retrouver son mari. Célibataire depuis sa disparition malgré les encouragements de sa famille et de ses amis, elle a centré toute son existence sur l'attente de son retour. Cette cassette lui apporte enfin des réponses, mais aussi de nouvelles questions terrifiantes. Si Hector était vivant en 1990, que lui est-il arrivé ensuite? A-t-il survécu à ces 17 années d'emprisonnement? Et surtout, est-il encore en vie aujourd'hui? Laurent, de son côté, vit cette découverte comme une justification de tous les sacrifices consentis depuis 17 ans pour maintenir vivante l'enquête sur son frère. Sa détermination, parfois perçue comme une obsession malsaine par son entourage, se révèle avoir été parfaitement fondée. Mais cette satisfaction s'accompagne d'une culpabilité terrible. Et si ses recherches avaient été plus efficaces, aurait-il pu localiser son frère plus tôt et lui éviter des années de captivité? L'enquête s'intensifie avec la mobilisation de moyens techniques considérables. Des hélicoptères de la gendarmerie survolent systématiquement toutes les zones industrielles correspondant aux critères géographiques établis. Des équipes au sol inspectent méthodiquement chaque bâtiment abandonné ou sous-utilisé susceptible de correspondre à l'atelier filmé. Cette recherche massive mobilise des dizaines d'enquêteurs pendant plusieurs semaines, créant une émulation extraordinaire au sein des forces de l'ordre régionales. C'est finalement grâce à un détail apparemment insignifiant que l'équipe d'enquête parvient à identifier l'emplacement de l'atelier. En analysant une séquence où la caméra filme brièvement l'extérieur du bâtiment par une fenêtre, un expert remarque la présence d'un château d'eau municipal visible au loin. Cette infrastructure, combinée aux autres indices sonores et architecturaux, permet de localiser précisément l'atelier. Il s'agit d'un ancien bâtiment textile désaffecté situé dans la zone industrielle de Santès, à une quinzaine de kilomètres au sud-ouest de l'île. La découverte de cette localisation déclenche immédiatement une opération de grande envergure. Le bâtiment, abandonné depuis plusieurs années selon les registres municipaux, est cerné discrètement par les forces spéciales avant d'être perquisitionné de fond en comble. Malheureusement, l'atelier est vide depuis longtemps, ne contenant plus que quelques traces de l'activité industrielle qui s'y déroulait autrefois. Cependant, cette perquisition révèle des découvertes capitales pour la compréhension de l'affaire. Dans une cave partiellement murée, les enquêteurs trouvent un véritable trésor d'indices. Des documents comptables détaillés, des listes de véhicules avec leurs numéros de série d'origine et de destination, et surtout, un registre manuscrit consignant les activités de l'atelier entre 1988 et 1995. Ce registre, tenu avec une minutie administrative troublante, révèle l'ampleur réelle de l'opération criminelle. Plus de 300 véhicules de luxe y sont répertoriés, avec des détails précis sur leur provenance, les modifications effectuées et leur destination finale. Les enquêteurs découvrent que le réseau s'étendait bien au-delà de la région lilloise, avec des ramifications en Belgique, aux Pays-Bas, et des connexions directes avec des organisations mafieuses d'Europe de l'Est. Mais c'est dans les dernières pages du registre que se trouve l'information la plus troublante. Le document contient une section intitulée « Personnel technique » qui liste les mécaniciens ayant travaillé dans l'atelier avec leur date d'arrivée et leur date de départ. Le nom d'Hector Gosselin y figure, avec comme date d'arrivée le 24 octobre 1990, soit le lendemain de sa disparition, et comme date de départ le 15 mars 1995.
Cette découverte confirme qu'Hector a survécu plus de 4 ans en captivité, travaillant contre son gré dans cet atelier clandestin. Mais elle soulève aussi une question terrifiante. Que signifie cette date de départ? S'agit-il d'une libération, d'un transfert vers un autre site, ou de quelque chose de plus sinistre? L'enquête prend alors une nouvelle dimension avec l'exploitation systématique de ces documents. L'analyse révèle que le réseau fonctionnait selon une hiérarchie stricte, dirigée par un certain Monsieur Antoine, vraisemblablement le mystérieux Antoine Delarue qui avait recruté Hector. Les mécaniciens étaient logés dans des baraquements attenants à l'atelier, surveillés en permanence et contraints de travailler selon des quotas précis sous peine de sanctions qui ne sont pas détaillés dans les documents, mais que les enquêteurs n'ont aucun mal à imaginer. Le registre mentionne également l'existence d'autres ateliers similaires dans la région, formant un véritable réseau industriel clandestin. Cette découverte explique pourquoi les enquêtes des années 90 avaient toujours trouvé des installations abandonnées. Le réseau déplaçait régulièrement ses activités pour échapper aux autorités, disposant probablement d'informateurs au sein même des forces de l'ordre. C'est à ce moment que l'enquête connaît un rebondissement spectaculaire. En analysant les noms mentionnés dans le registre, les enquêteurs établissent un lien avec Pierre Vandamme, un industriel textile de Roubaix décédé en 2002 dans un accident de voiture. Officiellement respectable, Vandamme possédait plusieurs bâtiments industriels dans la région qu'il louait à diverses entreprises. Les investigations révèlent qu'il était en réalité le propriétaire de tous les ateliers utilisés par le réseau de trafiquants. Plus troublante encore, les enquêtes financières posthumes sur Vandamme révèlent des transferts de fonds suspects vers des comptes offshore, des propriétés immobilières inexpliquées, et surtout l'existence d'une propriété isolée près de Douai qu'il avait acquise en 1989 sous un nom d'emprunt. Cette propriété, une ancienne ferme avec plusieurs dépendances, n'avait jamais été déclarée aux autorités fiscales et n'apparaissait dans aucun registre officiel. L'intuition du commissaire Lavigne le pousse à faire surveiller discrètement cette propriété avant de la perquisitionner. Cette précaution se révèle payante. Les observations montrent que le lieu n'est pas complètement abandonné. Des traces d'activités récentes sont détectées et surtout, les enquêteurs repèrent la présence occasionnelle d'un homme âgé qui semble vivre sur place de façon clandestine. La perquisition de la propriété, menée avec toutes les précautions nécessaires, aboutit à une découverte qui bouleverse tous les participants à l'opération. Dans une ancienne étable reconvertie en logement de fortune, ils trouvent Hector Gosselin, vivant mais dans un état de délabrement physique et psychologique indescriptible. À 55 ans, Hector ne ressemble plus guère au mécanicien prospère et soigné de 1990. Amaigri, les cheveux complètement blancs, le visage marqué par 17 années de captivité, il présente tous les signes d'un traumatisme psychologique profond. Quand les policiers se présentent, sa première réaction est la terreur. Il se recroqueville dans un coin de son abri de fortune, persuadé qu'il s'agit d'une nouvelle manipulation de ses geôliers. Il faut de longues minutes aux enquêteurs pour le convaincre qu'ils sont vraiment des policiers venus le libérer. Quand la réalité de la situation pénètre enfin son esprit traumatisé, Hector s'effondre en pleurs, répétant sans cesse « Marie, est-ce que Marie va bien? Est-ce qu'elle m'attend encore ?» Les retrouvailles d'Hector avec sa famille constituent un moment d'émotion indescriptible. Marie, prévenue par les enquêteurs, se rend immédiatement à l'hôpital où Hector a été transporté pour un bilan médical complet. Quand elle le voit, elle ne reconnaît d'abord pas l'homme qu'elle a aimé et attendu pendant 17 ans. Mais quand leurs regards se croisent, quelque chose d'indestructible se rallume entre eux, transcendant les années de séparation et les traumatismes subis. Laurent, présent lui aussi, vit ce moment comme l'aboutissement de 17 années de recherches acharnées. Voir son frère vivant, malgré son état préoccupant, justifie rétrospectivement tous les sacrifices consentis pour maintenir vivante l'espoir de le retrouver. Les 3 adultes s'étreignent longuement, sans pouvoir prononcer un mot, submergés par l'émotion de ces retrouvailles inespérées.
Au cours des semaines suivantes, Hector raconte progressivement son calvaire aux enquêteurs et aux psychologues chargés de l'accompagner. Son témoignage reconstitue avec une précision glaçante le fonctionnement du réseau criminel qui l'a retenu captif. Le soir de sa disparition, il avait effectivement été attiré dans un piège par Antoine Delarue. Conduit sous un prétexte mensonger dans l'atelier de Santés, il avait été immédiatement séquestré par des hommes armés qui l'avaient contraint à travailler sur les véhicules volés. Les conditions de détention qu'il décrit sont effroyables. Logé dans un baraquement sans chauffage avec 4 autres mécaniciens dans la même situation, surveillé jour et nuit par des gardiens impitoyables, il était contraint de travailler 12 heures par jour sur la modification de voitures de luxe destinées à l'exportation. Toute tentative d'évasion était sévèrement punie, et les détenus savaient que la moindre résistance pouvait leur coûter la vie. Hector révèle que le réseau avait enlevé des dizaines de spécialistes de l'automobile dans toute l'Europe occidentale, créant une véritable industrie clandestine de transformation de véhicules volés. L'organisation disposait de plusieurs ateliers mobiles, déplaçait régulièrement ses employés forcés et bénéficiait de complicité à tous les niveaux, expliquant pourquoi les enquêtes officielles avaient toujours échoué. En 1995, suite à une enquête internationale qui se rapprochait dangereusement de leurs activités, les dirigeants du réseau avaient décidé de fermer temporairement leurs opérations. La plupart des mécaniciens captifs avaient été libérés, un euphémisme qui, dans la bouche d'Hector, laisse planer un doute terrible sur le sort réellement réservé à ses compagnons d'infortune. Lui-même n'avait eu la vie sauve que grâce à ses compétences exceptionnelles, qui en faisaient un atout trop précieux pour être éliminé. Cependant, sa liberté n'en était pas vraiment une. Transféré dans la ferme isolée près de Douai, il était devenu le gardien involontaire des derniers secrets du réseau, contraint de maintenir en état plusieurs véhicules de collection que les dirigeants comptaient écouler progressivement. Surveillé à distance mais incapable de s'échapper, les tentatives des premières années lui avaient valu des représailles terribles. Il avait survécu dans un isolement quasi complet pendant plus de 10 ans. Ce n'est qu'après la mort de Pierre Vandamme, en 2002, qu'Hector avait retrouvé une relative liberté de mouvement. Mais 17 années de captivité avaient détruit sa capacité à envisager une vie normale. Traumatisé, désorienté par l'évolution du monde extérieur, il avait choisi de rester dans sa cache, survivant tant bien que mal grâce aux provisions que lui laissaient occasionnellement d'anciens complices du réseau venus récupérer les derniers véhicules stockés. L'enquête révèle que plusieurs membres du réseau sont encore vivants, mais la plupart se sont reconvertis dans des activités légales ou ont émigré vers d'autres pays. Antoine Delarue, le recruteur qui avait piégé Hector, est décédé en 2001 lors d'un règlement de compte en Belgique. Pierre Vandamme, le véritable cerveau de l'organisation, a emporté ses secrets dans la tombe. Mais les preuves découvertes permettent aux enquêteurs de reconstituer l'ensemble du système. Cette affaire révèle l'existence d'un phénomène criminel d'ampleur européenne qui a sévi pendant les années de transition politique post-guerre froide. L'ouverture des frontières orientales, la demande explosive pour les biens de consommation occidentaux et les failles dans la coopération policière internationale ont créé un terreau favorable à ce type d'organisation criminelle sophistiquée. Pour Hector, la réadaptation à la vie normale s'avère un processus long et difficile. Physiquement affaibli par 17 années de privation, psychologiquement marqué par un traumatisme indélébile, il doit réapprendre les gestes les plus simples de la vie quotidienne. Marie, avec une patience et un amour infini, l'accompagne dans cette reconstruction, aidée par Laurent et une équipe médicale spécialisée dans la prise en charge des victimes de séquestration prolongée. Progressivement, Hector retrouve goût à la vie. Il ne pourra jamais redevenir le mécanicien prospère qu'il était avant sa disparition. Ses mains tremblent trop. Sa concentration n'est plus la même. Mais il découvre d'autres plaisirs simples. Les promenades avec Marie, les discussions avec Laurent, la contemplation d'un jardin qu'il aménage derrière leur nouvelle maison.
Ces bonheurs modestes représentent pour lui une victoire sur ses geôliers et sur les années volées. Marie et Hector ne reprennent pas exactement leur vie là où elle s'était interrompue en octobre 1990. Trop de choses ont changé, trop de souffrances ont été endurées. Mais ils construisent ensemble une nouvelle existence, fondée sur une compréhension mutuelle, approfondie par l'épreuve. Marie a appris à vivre dans l'incertitude et l'espoir. Hector a appris la valeur de la liberté et de l'amour. Ces apprentissages douloureux constituent paradoxalement les fondations solides de leur nouvelle vie commune. Laurent, de son côté, trouve enfin la paix, après 17 années d'obsession. Sa détermination à retrouver son frère s'est révélée justifiée. Mais cette victoire a un goût amer quand il mesure le prix payé par Hector. Il consacre désormais son énergie à aider son frère dans sa réadaptation et à soutenir des associations d'aide aux victimes de disparition, mettant son expérience au service d'autres familles confrontées à des situations similaires. L'affaire Gosselin devient rapidement un cas d'école étudié dans les écoles de police européennes. Elle illustre parfaitement les mutations de la criminalité organisée dans l'Europe post-guerre froide et souligne l'importance de la coopération internationale dans la lutte contre ces nouveaux réseaux. Elle démontre aussi que certaines disparitions, même les plus mystérieuses, peuvent trouver une explication rationnelle, même si cette explication révèle des réalités plus sombres qu'on ne l'imaginait. Aujourd'hui, Hector Gosselin coule une existence paisible dans une petite ville de la banlieue lilloise, entouré de l'affection de sa famille retrouvée. Les cicatrices de sa captivité ne disparaîtront jamais complètement, mais elles n'empêchent plus le bonheur simple d'exister librement. Son histoire, terrible mais finalement porteuse d'espoir, rappelle que la détermination humaine peut parfois triompher des circonstances les plus désespérées. La cassette VHS, qui a permis sa libération, est conservée dans les archives de la police judiciaire lilloise, témoignage technologique d'une époque révolue, mais preuve indélébile qu'aucun crime, si sophistiqué soit-il, ne peut rester impuni indéfiniment. Cette découverte fortuite illustre comment le hasard et la perspicacité peuvent parfois accomplir ce que les enquêtes les plus méthodiques n'arrivent pas à réaliser. Ce cas nous montre comment la détermination d'une famille et le hasard d'une découverte peuvent parfois triompher du crime le mieux organisé. Il révèle aussi l'existence de réseaux criminels d'une sophistication qu'on peine à imaginer, exploitant les failles des périodes de transition historique. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire ? Aviez-vous deviné que la cassette révélerait l'existence d'un réseau de cette ampleur ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez été touché par ce récit de résilience humaine face à l'adversité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez votre like si cette enquête vous a captivé et partagez cette histoire avec quelqu'un qui s'intéresse aux affaires criminelles complexes et à leurs dénouements inattendus.